Vous avez été nombreux à apprécier l'interview d'Emmanuel Todd cette semaine sur notre antenne, auteur de La défaite de l'Occident, et qui a une certaine position aussi sur la Russie, en tout cas qui essaie de nous défaire de certaines de nos illusions dans les analyses que l'on peut avoir. Alors, rejoint-il l'analyse qu'a faite lui-même, Vladimir Poutine, dans cette interview qu'il a donnée à Tucker Carlson, la première depuis le début du conflit en Ukraine, interview accordée donc à un journaliste occidental, Tucker Carlson, qui est une star de la télé américaine et qui a un positionnement, comme on le sait, conservateur. Alors conservateur au sens large, vous analyserez les choses. On sait que cette interview donc est passée cette nuit, vous ne l'avez sans doute pas vue, elle dure quand même 2 heures à peu près. Antoine Assaf l'a vue, ainsi que d'autres personnes qu'on en a pu consulter. Et donc, que dit Vladimir Poutine en 2 mots? Que la défaite en Ukraine, la défaite de la Russie en Ukraine était impossible. Et puis, il a quand même précisé que l'invasion de la Pologne ou de la Lettonie, ça n'était pas dans ses projets. Il a exclu une invasion de la Pologne ou de la Lettonie. C'est une question que lui avait posée Tucker Carlson. Alors, au-delà de ça, comment peut-on interpréter les propos du président russe? Que signifie cette interview? Antoine Assaf. Vous voulez commencer par moi? Parce que moi, je l'ai écouté toute la nuit. Je croyais qu'il allait commencer un peu tôt, non? Quand même, ça, c'est jusqu'à 2 heures du matin. Et les remarques que je peux faire, il y a une remarque de profondeur psychologique. Poutine est étonnant parce qu'en face de ce journaliste, il a presque dévoilé tout l'accord qu'il a eu avant avec lui. Parce que Tucker Carlson, il fait à l'américaine, il voulait absolument, une fois qu'il a commencé la profondeur historique, Poutine lui dit « Je vais t'expliquer l'histoire ». Il revient jusqu'à Vladimir, le 988, et puis il va du russe et de la manière... Et toute l'histoire de la Russie. Et Carlson revient et il le ramène à l'Ukraine tout de suite. Il l'arrête, il lui dit cette phrase. Il lui dit, nous nous sommes mis d'accord de faire un véritable interview sérieux et non pas talk show. On se calme. L'autre, il lui dit, laisse-moi. Allez. Et il va l'acheminer jusqu'à la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et il ne parlera de la décennie vraiment 2000-2008 qui ont créé les accords de Minsk, qui a provoqué cette guerre qu'à la fin, qu'après presque 45 minutes. Et Carlson, à la fin, il lui revient, il lui dit « Attention, votre formation, c'est Poutine qui dit aux journalistes, si je te regarde, lui d'Offren, et je fais ton CV, il lui dit « Je crois que ta formation est historique ». Il lui dit « Oui, j'ai fait de l'histoire ». Je dis « Donnons de l'importance à l'histoire ». Et je déduis de là que Poutine... on peut ne pas être d'accord. Et je trouve la dépêche de l'AFP est tout à fait médiocre parce qu'ils ont dit son histoire de la Russie subjective. Elle n'a rien de subjectif, c'est une interprétation comme on prend Napoléon, comme on peut prendre une époque du Second Empire et on a une vision historique. On n'a pas tous les documents. Et étonnamment, j'ai vu Poutine lui dire « Puisque tu fais de l'histoire, je t'ai fait... des facsimilés de documents historiques de nos archives. » Il lui a offert des facsimilés, c'est les lettres écrites pour retrouver les terres. Pour dire quoi, en fait? Pour la formation des frontières, jusqu'à Hitler. C'est les lettres qu'écrivait au temps de la Pologne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au XVIIe siècle, les Polonais ont envahi le Kremlin, ils ont brûlé le Kremlin. On voit la réaction. Le Kremlin, voilà. Bon, c'est la prononciation russe, bon, ne vous inquiétez pas. Je trahis Et là, pour permettre au débat avec nos amis de commencer, je dirais, il y a un point essentiel sur la dimension historique, et j'attends la réponse des historiens polonais. Et là, il y aura un véritable... Et la deuxième, sur cette décennie 2000-2008, qu'est-ce qui s'est passé quand il a vraiment avoué que Yeltsin, vous prenez Yeltsin pour un ivrogne, il n'a rien d'ivrogne, je suis sûr qu'il a tout vu, et dans votre congrès américain au Capitol Hill, il a appelé au dialogue. Nous voulions même rentrer dans l'OTAN. Et là, il lui cite vraiment la rencontre avec Clinton. Il lui dit, est-ce que je peux rentrer dans l'OTAN? Et Clinton lui dit, laisse-moi consulter mon équipe. Il me retrouve le lendemain, dit Poutine, et il me dit, non, ça va pas être possible. Et dans ce cas, Poutine lui dit, il n'y avait plus de dialogue pour que cette Russie, qui n'est plus l'Union soviétique. Et là, il y a un argument très fort qu'il a donné. Si elle n'est plus l'Union soviétique, ça veut dire qu'il n'y a plus de débat idéologique. Notre économie est presque capitaliste, elle est ouverte à vous. Nous avons un McDonald's que j'ai visité plusieurs fois à Moscou. Donc, commençons par le débat pour établir la paix dans le monde. Et là, il va vers la question des missiles, il va vers les frontières ukrainiennes, il va vers les présidents ukrainiens qu'il analyse.
ce désir de rentrer dans l'Europe qui devient presque une agression, la majorité russe qui n'ont pas été consultés et qu'ils voudraient consulter, et puis toute la suite. Certainement l'Union européenne, pour conclure, avec le porte-parole, le Stano, ou Peter Stano, qui traite Poutine de grand menteur. Ça n'est pas un débat. Il faut répondre à la profondeur historique et il faut répondre à la profondeur stratégique qu'il a décrit au moins dans la décennie qui ouvre le millénaire, qui a abouti à la guerre. Premier décryptage de l'interview de Vladimir Poutine chez Tucker Carlson. Et Jean-François Coulon-Desarts. Oui, pour compléter ce que dit Antoine Assaf, et si Poutine avait envahi l'Ukraine à cause de nous les Occidentaux, parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, lorsqu'il arrive au pouvoir, il tend la main à l'Occident. Les Américains peuvent être contents, ils ont gagné la guerre froide, exit les communistes, exit l'Union soviétique. Et effectivement, la Russie a été humiliée. Elle voulait rentrer dans l'OTAN, voire même dans l'Union européenne, ce qui aurait fait nos affaires, souvenez-vous de De Gaulle, de l'Atlantique à l'Oural. Et on a méprisé la Russie. Les Occidentaux ont méprisé la Russie. Est-ce que ça ne serait pas de notre faute, je mets tout ça entre guillemets, bien sûr, si on en est à cette situation-là? Je pose la question. L'invasion n'est pas contestable. L'invasion n'est pas contestable. De toute façon, l'Ukraine étant un État. Non, mais l'Ukraine étant un État, on est tout à fait d'accord. Maintenant, les Ukrainiens sont très rigides. Zelensky est très rigide sur ses positions. Il veut tout récupérer, y compris la Crimée. Je rappelle que la Crimée, on parle d'histoire, n'a jamais été ukrainienne. Ça a toujours été russe. Toujours. Donc, si personne ne s'assoit autour de la table en y mettant un peu du sien, la guerre peut durer très longtemps. Question, justement, c'est ça. C'est quand il dit que la défaite de la Russie en Ukraine est impossible. Comment le recevons-nous? Il y a combien d'habitants en Russie? Il y a combien d'habitants en Ukraine? Prenez l'histoire. Lorsque vous avez 250 millions d'habitants et 100 millions, je ne sais pas, il faudrait vérifier les chiffres, mais la proportion doit être la bonne. Les 250 millions n'ont jamais perdu. C'est un fait historique. Donc voilà. Jean de Saint-Chéron. Non, mais il faut quand même interroger, malgré tout ce qu'on peut dire de l'histoire, des frontières telles qu'elles ont été à un moment de l'histoire, de la manière dont elles ont bougé, en particulier pour l'Ukraine ces 100 dernières années. Il faut quand même interroger le fondement idéologique ou politique ou impérialiste, comment l'appellera-t-on, ça c'est à chacun d'en juger, de cette volonté de rétablir la grande Russie que rêve Vladimir Poutine. Quelle est la légitimité de ce désir? C'est-à-dire que on se souvient bien quand même des éléments de langage poutinien il y a 2 ans. Ils étaient doubles. Il y avait d'abord sa première grande assertion, je dirais, c'était de dire que de toute façon, une majorité d'Ukrainiens voulaient être réunis à la Russie parce qu'ils se sentaient russes et qu'il n'y avait pas de sentiment national ukrainien. Bon, malheureusement, pour Poutine, l'histoire lui a donné totalement tort. Il n'avait absolument pas prévu une résistance aussi acharnée du peuple ukrainien et un sentiment d'appartenance nationale des Ukrainiens. Qu'on le veuille ou non, qu'on le conteste ou non, qu'on trouve que ce sentiment est factice ou non, il existe. Et les gens ont pris les armes. Et Poutine avait annoncé que son opération spéciale, comme il disait, durerait quelques semaines. Ça fait 2 ans qu'il est enlisé, et c'est une guerre des tranchées, et il récupérera certainement pas tout le territoire comme il l'avait prévu. Lui, il voulait aller jusqu'à Lviv, qui est une ville polonaise, soit dit en passant, même si elle est dans la frontière ukrainienne. Donc il y a quand même aussi cette volonté hégémonique très très loin s'agissant des frontières historiques. Donc le premier élément, c'était ça, et on a vu quand même que Vladimir Poutine s'était trompé. Le deuxième grand élément de langage qu'il a martelé à ce moment-là, c'était dire qu'il fallait dénazifier l'Ukraine, et que l'Ukraine était la proie de groupuscules néo-nazis, fascisants, extrémistes, et que lui voulait rétablir finalement le bon droit et la justice sur ces territoires qui étaient rongés de l'intérieur par des idéologies mortifères. Personne, en réalité, n'a pris cela au sérieux. Donc on voit bien que
même s'il existe évidemment des groupuscules néo-nazis en Ukraine comme il en existe en Russie, hein, bon, et comme il en existe aux États-Unis et comme il en existe dans d'autres endroits du monde. Donc il a pointé 2-3 groupuscules effectivement qui se tatouent des croix gammées sur l'épaule, comme il en existe partout, et il a justifié son intervention armée comme ça. Ça, pour le coup, ça a été ridicule, et il me semble que l'opinion internationale n'a pas suivi du tout. Ça a énormément discrédité la volonté en réalité hégémonique de Vladimir Poutine à ce moment-là. Ça n'annule pas ce qu'on vient de dire sur l'histoire, mais en revanche, ça interroge la légitimité de l'intervention elle-même. C'est-à-dire, est-ce que parce que, oui, les frontières de la Russie ont un temps été plus largement à l'ouest qu'elles ne sont aujourd'hui, est-ce que c'est légitime de faire la guerre à un État souverain ? Sur quelle base juridiquement ? Et puis, deuxième chose, quand même, dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure, c'est que, qu'on le veuille ou non, et il me semble que les preuves sont de plus en plus accablantes contre lui. Poutine, il a quand même, voyant qu'il s'enlisait, il a mené sa guerre, avec une violence et d'une manière injuste pour une large partie, qui est effrayante. Il y a un documentaire fait d'une journaliste russe qui a enquêté, puisqu'elle est sur le terrain depuis des années, qui vient de sortir cette semaine. Elle s'appelle Ksenia Bolshakova. Et elle fait une enquête terrifiante, ciblée uniquement sur le fait de prouver que l'armée russe, au commandement de Vladimir Poutine, enchaîne les crimes de guerre depuis 2 ans. Et en particulier, le truc le plus monstrueux, moi j'avoue, dont j'avais entendu parler entre les lignes ces derniers mois, mais là, elle y va preuve à la pluie, avec documents et avec témoignages, des enlèvements d'enfants ukrainiens, qu'on ramène en Russie dans des familles d'accueil ou des espèces de structures d'accueil pour en faire des petits Russes, des parfaits petits Russes, et pour là leur endoctriner la grande idéologie poutinienne. Jean-François Coulon des Arts, Antoine Assaf, réponse à Jean de Saint-Chéron, si vous voulez. Juste trois petites choses. C'est que l'Ukraine, c'est le berceau de la Russie, finalement, si on reprend l'histoire. Kiev, première capitale impériale. Voilà, et donc c'est une guerre civile. Et les guerres civiles, c'est toujours ce qu'il y a absolument de pire au monde. Guerre civile, mais État souverain. Voilà, c'est une guerre civile, je veux dire. Ce sont des frères. Ce sont des frères. Autre chose, depuis que l'Union soviétique est tombée, les Américains ont beaucoup travaillé les Ukrainiens. Beaucoup. Et il était hors de question pour les Russes d'avoir le temps à leur porte, quoi. Je veux dire, c'est ça qui les a fait bondir. Encore une fois, je pense les Occidentaux ont raté un rendez-vous avec l'histoire, parce que la Russie a arrimé à l'Europe, ça fait 750 millions de personnes, même histoire commune, même religion commune, et surtout, on devient indépendant en gaz et en pétrole grâce à nos amis russes. Et ça, les Américains ne veulent pas entendre parler, parce qu'on redevenait, à ce moment-là, non pas les maîtres du monde, c'est idiot comme expression, on redevenait, il fallait compter avec nous. Voilà. Si je citais, je vais vous donner la parole, Antoine, si je citais Emmanuel Todd tout à l'heure, c'est parce que quand Vladimir Poutine dit que la défaite de la Russie en Ukraine est impossible, il fait un petit peu écho à ce que disait Emmanuel Todd en disant les Occidentaux ont commencé à conscientiser le fait qu'ils ne gagneraient pas en Ukraine et que la victoire de la contre-offensive ukrainienne était un échec et que donc on était parti pour une situation longue, bloquée. Alors c'est maintenant la question qui se pose. Pour qui le temps joue-t-il ? Donc, il y a une sorte de... Voilà, je voulais rapprocher ces deux analyses-là entre la défaite de l'Occident et les soutiens aussi. Ce n'est pas du tout pour contredire Jean de Saint-Chéron qui nous a fait une très bonne analyse. Pour les soutiens inattendus aussi à la Russie, que la Russie a obtenu ailleurs dans le monde, qui montrent que l'Occident n'attire plus peut-être autant qu'il pouvait attirer avant. Et donc, ça risque de faire durer ce conflit. Antoine Assaf. Absolument. J'ai écouté votre interview avec le très déprimé Emmanuel Todd, parce qu'il vous a annoncé que c'est son dernier livre, qu'il a tout mis dedans, qu'il n'écrira plus un autre livre. Mais je vais reprendre l'analyse qu'a faite. On verra ce qu'en pense son éditeur. Surtout. Voilà, on verra ce qu'en pense son éditeur. Mais je vous écoute de ce côté. Il était un peu déprimé. La défaite de l'Occident, c'est peut-être aussi sa défaite. Je constate que le monde se clé. Mais je reprends l'analyse qui est très bonne de Jean de Saint-Chéron. C'est que vous avez répondu à Poutine. Alors moi, je vais prendre la place de Poutine et vous dire ce qu'il a dit sur tout ce que vous avez dit. J'ai pas écouté son interview cette nuit. C'est mon rôle. Moi, je suis nocturne. Et qu'est-ce que vous voulez ? Le pays des mille et une nuits, on dort pas la nuit. Et voici ce qu'il dit. La première chose, il a raison, c'est que finalement, il est tout à fait conscient que c'est une guerre civile.
parce qu'il dit c'est le même peuple de Kiev, et j'ai eu la chance d'aller donner des conférences à Kiev, j'ai visité la Laura, c'est-à-dire des catacombes qui n'ont rien à voir avec nos catacombes de Saint-Sébastien de Rome. Il y a des religieuses, il y a des bougies, ils vivent là-dedans, les religieuses. Ils ne quittent jamais. J'aurais souhaité que nos catacombes soient aussi illuminées, aussi vivants. Et il y a des Russes, il y a des Ukrainiens, il y a des couples, les étudiants que j'ai eus qui sont d'un couple mixte. Ils sont très blessés dans cette histoire. Il y a beaucoup de couples mixtes. Et il l'a rappelé hier. Il a dit quand même, mais je ne vois pas, dit-il, c'est pour revenir à ce discours, comment on peut dire que l'Ukraine a une existence historique séparée de la Russie. D'où l'attitude de l'Europe. Si vous voulez que la guerre s'arrête, Poutine a dit hier, arrêtez d'armer l'Ukraine. Parce qu'en armant l'Ukraine, vous vous rapprochez de 10 minutes avec vos missiles de Moscou et nous sommes obligés d'aller vers une guerre totale et forte. Vous poussez trop loin. Et c'est pourquoi Biden lui-même, je ne sais pas s'il a toute la mémoire de ce qu'il a dit maintenant qu'on examine son début d'Alzheimer, il a dit à Zelensky lui-même, qui aujourd'hui n'arrête pas de virer son ministre de la Défense, son chef d'état-major, pour corruption ou pour d'autres, on verra. Mais il les vire quand même, c'est inquiétant. Il n'a pas hâte de leur dire, n'espérez plus jamais reprendre les 19-20% de ce qu'a pris Poutine. Il y aura une négociation, on vous aidera, et cette aide est en train de s'arrêter. Donc ce que Poutine dit, nous sommes prêts au dialogue, mais il faut l'Occident cesse d'armer. Et c'est ce que l'Occident est en train de faire. L'Union européenne prépare-t-elle ou non les 50 milliards ? Est-ce que le pays hongrois, Orban, n'a pas bloqué cette histoire d'aide ? Que se passe-t-il ? Il est en train de sentir que l'Occident se fatigue et que finalement ce que lui il conçoit dans la stratégie russe, c'est que quelque part, c'est ce qu'il a dit à tous les historiens, tous les hommes d'Hollywood de spectacle qui ont voulu faire un spectacle à la manière du Puy de Fou chez lui, il les a arrêtés. Le dernier en date, Philippe de Villiers lui-même, il lui a dit mais qu'est-ce que vous allez faire en 1812 ? Philippe de Villiers, il a cherché la réponse, il lui dit les Vendéens n'étaient pas pour Napoléon. Il lui dit non, c'est pas ma réponse. Ma réponse, est-ce que vous allez pouvoir filmer et mettre en scène que la Russie est invincible. Et cette idée de la Russie invincible, elle est concrète dans le territoire lui-même. Lui-même, pour visiter son territoire, et je termine là, est impossible de sortir de cette idée de la Russie invincible. Et la dernière chose qu'il a dite hier, c'est que finalement, est-ce que vous vous rendez compte la manière dont vous politisez votre dollar dans le monde ? Vous dollarisez tout, et nous avons le droit, par le BRICS, de vous répondre et d'utiliser d'autres monnaies. Il y a un rapport de force. Et l'autre stratégie qu'il a développée hier, les missiles que vous formez avec les Iraniens contre nous. Il a dit non, nous n'avons pas cette stratégie d'armer l'Iran pour créer, etc. Là, peut-être, il a un peu menti parce qu'il y a une stratégie réelle au Proche-Orient, justement, de permettre à l'Iran de développer ses axes du Sud, Yémen, Irak et Liban, et d'intervenir même dans ce qui s'est passé entre Hamas et les kibboutz d'Israël, donner quelques informations pour que le monde se retourne vers le Proche-Orient et oublie un peu la guerre de Russie. Et là, il a réussi. Alors, beaucoup de dossiers, évidemment. Je ne sais pas si on aura le temps de traiter le dernier sujet. 2 heures d'interview, bien sûr. Antoine parlait de 1812, donc Napoléon disait à propos de cette terrible campagne de Russie, je bats toujours les Russes et cela ne termine rien. Les Français ont toujours battu les Russes pendant la campagne de 1812, mais on a été vaincu par le général Hiver. Et par l'époux. Et voilà, c'est autre chose. Maintenant, pour être plus actuel, si Trump arrive à la Maison-Blanche, que va-t-il se passer ? Alors, Poutine a dit que ça ne changerait rien en relation entre les États-Unis et la Russie. Mais bon. Oui, mais Trump dit j'arrête, je n'aide plus les Ukrainiens. C'est ce qu'il dit à longueur de meeting. Donc, que va-t-il se passer ? On se réserve. Allez, encore. Je voudrais simplement apporter un tout petit élément s'agissant, encore une fois, de la question du sentiment national, de l'appartenance ou non existante à une nation ukrainienne. Chez les jeunes Ukrainiens, alors. Vous me direz, bah oui, mais parce qu'ils ont été occidentalisés de force depuis 15 ans, je ne sais pas. Hein. Ce que je sais, c'est que l'ukrainien, par exemple, est beaucoup plus parlé à Kiev que le russe. Qu'est-ce que c'est l'ukrainien ? C'est un dialecte russe avec certains mots qui changent. Mais moi, je suis allé à Kiev, personnellement. J'y ai rencontré une jeune femme très sympathique dont le père, depuis, est engagé dans les troupes qui se bat sur le front de l'Est. Et elle me dit, elle a fait des bonnes études à Kiev, elle me dit, mais tu ne peux pas savoir, on ne peut pas employer un terme russe dans les couloirs depuis des années, et elle, la première.
Elle dit, tu ne peux pas savoir à quel point nous les haïssons depuis des années, et que ça n'est pas une construction de journaliste occidental. C'est que on a des cousins, des frères, des oncles qui ont été tués dans le Donbass depuis 10 ans. On a leur portrait sur notre cheminée. Donc, ne nous faites pas croire qu'une certaine droite ne nous russifie pas de force. Nous sommes ukrainiens, nous entendons le rester et l'être, et nous sommes fiers de notre pays, de notre langue et de notre culture. Et elle ne nie pas, en disant cela, que Kiev soit le berceau de la grande Russie impériale. Elle dit simplement, maintenant on est au XXIe siècle. En réalité, l'histoire du XXe siècle a été extrêmement complexe. Nous, on regarde aussi beaucoup Poutine comme un ancien agent du KGB, que vous le vouliez ou non. Et il y a quelque chose d'intolérable dans le fait qu'on veuille nous assimiler comme une évidence de force à la grande Russie de toujours. Voilà, il faut que les interventions russes n'ont pas toujours été, faut dire quand même, Antoine Assaf, dans l'histoire, n'ont pas laissé que des bons souvenirs, ça c'est une certitude. La normalisation brejnevienne. Il est temps que Poutine accepte que les frontières doivent cesser de bouger. Absolument. Après ces 20%, il est temps d'arrêter envahir la Pologne. Il l'a dit, mais il a répondu, sauf si la Pologne nous attaque. Bon, et le reste est là. Les frontières doivent être rationalisées, au moins pour un siècle pour le moment. Allez, un dernier sujet pendant quelques minutes. Évidemment, le sujet est d'une ampleur très importante. On le sait, c'est la question de l'IVG, l'avortement, la question de l'inscription dans la Constitution. Le Vatican s'est opposé mercredi via son média officiel à l'inscription donc dans la Constitution française de la liberté garantie pour les femmes d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse qui doit être débattue au Sénat. Que faire de cette nouvelle? Comment l'interpréter? Jean de Saint-Chéron, Jean-François Coulon-Desarts, Antoine Assaf. Allez, Jean. En deux mots, simplement, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil du côté du Vatican. Pour le coup, même si les journalistes n'ont jamais mis ça trop en avant s'agissant du pape François, depuis son élection en 2013, il a toujours eu des mots extraordinairement durs face à l'avortement. Encore récemment à Marseille. Le Vatican rappelle que l'avortement est un meurtre, mais le pape François a eu des mots encore plus durs ces dernières années à propos des gens du fait qu'on puisse avoir recours à l'IVG. Je ne sais pas si vous vous souvenez de sa formule choc quand il avait dit faire un IVG, c'est comme avoir recours à un tueur à gages. C'est-à-dire parce que on délègue la mise à mort d'une personne humaine par un spécialiste qui est payé pour. Voilà. Là où le pape François est aussi intelligent dans sa manière de dire les choses, c'est qu'il reconnaît, heureusement et évidemment, l'immense détresse dans laquelle se retrouvent certaines jeunes femmes qui tombent enceintes malgré elles ou après un viol, etc. Ces fameuses situations d'urgence dramatique qui représentent un pourcentage absolument microscopique, évidemment, des interruptions volontaires de grossesse. Donc quand ce genre d'exemple est mis en avant comme la réalité ultime, absolue, incontestable par les défenseurs de l'IVG, c'est aussi pas très crédible parce que l'immense majorité des interruptions volontaires de grossesse ne rentre absolument pas dans ce cas de figure dramatique d'une jeune femme de 14 ans qui peut pas entretenir un bébé qu'elle n'a pas voulu ou à l'origine duquel se trouve un drame tel qu'un viol. Mais en revanche, rien de nouveau sous le soleil. Je pense que la position du Vatican, en réalité la position de la théologie morale, n'a jamais bougé et ne bougera jamais vis-à-vis de l'interruption volontaire de grossesse. Moi, je note tout simplement Jean-François Coulon-Desarts. Oui, je note tout simplement que le Vatican s'est aligné sur la position de Gérard Larcher, c'est tout. Le président du Sénat qui précise que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux, et il a parfaitement raison. Comment est-il possible de juxtaposer dans la charte fondamentale d'un État de droit qui protège la personne et celui qui sanctionne sa mort? C'est cette contradiction que souligne même si Larcher le fait de manière plus politicarde, parce que quand même, il sous-entend que quand même l'avortement est un bon droit qui n'est pas menacé en France. Le Vatican dit quand même pas ça du tout. Non, mais ce qui est grave dans cette histoire, c'est que les faiseuses d'anges existent depuis qu'il y a des anges. L'avortement et tout. Ce qui est grave, et c'est la formule du pape de tueur à gages et plombs, et il ajoute d'ailleurs en disant cette formule, comment voulez-vous résoudre un problème par un crime?
C'est pas possible. Et il faut ajouter là ce qui est grave, que ce soit l'avortement, les LGBT, le mariage homme-homme, le Vatican s'affrontant à cela, c'est qu'il voit que la loi naturelle, au lieu d'être fondée depuis toujours sur une loi éternelle, sur une croyance forte, elle est en train d'être fondée aujourd'hui. C'est une relativisation qui fait que la loi naturelle est en train de disparaître et qu'elle est naturalisée, relativisée. Et si l'homme perd le repère de la loi naturelle, nous allons rentrer dans un chaos que même les Russes vont justement critiquer, puisque Poutine a défendu la loi naturelle. Il a dit où va ce monde, sinon vers la barbarie et le chaos. Vous avez l'art d'associer les sujets. Mais bien sûr, il a fait une intervention sur cette question. Allez, merci beaucoup à tous les trois. Antoine Assaf, écrivain, philosophe, Jean-François Coulon-des-Arts, journaliste, et Jean de Saint-Chéron, essayiste. Merci donc de votre fidélité au grand débat tous les vendredis, 7h30. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera Simon Tatro qui vous accompagnera, y compris d'ailleurs pour ce grand débat avec l'ensemble de nos chroniqueurs tout au long de cette semaine. Je vous souhaite un excellent week-end.